Il était 21h30 ce jour-là. Vers l'ouest traînaient encore les dernières lueurs du jour. Partout ailleurs, le ciel avait sombré dans sa nuit. Le ciel, au-dessus des chœurs, était encore plein du roulement des dernières forteresses qui avaient survolé le golfe des heures entières. Le vrombissement assourdi d'une escadrille revenant d'un théâtre d'opérations inconnu se faisait encore entendre. Pour chacun, en ce crépuscule chargé du poids énorme des événements, les secondes qui passaient semblaient avoir rompu avec le rythme régulier du temps. Avec la nuit, ce fut le silence, un silence singulier et angoissant, mais si vite rompu par le crépitement saccadé d'un moteur d'avion que les gens, au sol, n'eurent pas le temps de se rendre compte à quel point il était dramatique. Le crépitement se rapprochait très vite et, soudain, un jet de lumière venant du sud fit briller les cimes des sapins de Toulindac et illumina les réchauds. L'avion volait si bas que beaucoup d'Îlois prirent alors conscience de ce qui se passait sous leurs yeux. Un pilote allié, tout près d'eux, dans sa carlingue déchirée par quelques obus perdus, cherchait désespérément, ultime chance de salut, à se poser sur ce coin de terre bretonne qu'il avait contribué à libérer. L'avion, blessé à mort, personne n'en doutait plus, avait dû abandonner l'escadrille, plus heureuse, qui retournait vers sa base. Au même moment, deux hommes, dans leur petite embarcation de pêche, louvoyaient, tout feu éteint à quelques encablures de la pointe du Traire, au retour d'une mission qu'ils avaient accomplie pour le compte de la Résistance. Un court instant, le faisceau lumineux éclaira leur voile orange, et Charles, le patron, un peu inquiet, lança un appel à son compagnon, qui, aussi troublé que lui, ne sut que lui répondre. L'avion fit encore un tour à très faible altitude, et revenant cap au sud-ouest, passa si près d'eux qu'une aile faillit toucher le mât. Instinctivement, les deux hommes baissèrent la tête. 5 secondes plus tard, l'avion s'écrasait dans les flots, à quelques 400 mètres au nord-est des Réchauds. Sous l'effet du jusant, le fuselage privé de ses lumières dériva un moment pendant qu'il s'enfonçait et s'immobilisa enfin une aile légèrement émergée. Alors que l'embarcation tirait un bord pour se rapprocher de l'épave, d'autres hommes avaient repéré la masse maintenant sombre de l'appareil et souqué sur les avirons pour venir en aide aux pilotes abattus. Quand Charles et son compagnon arrivèrent sur les lieux, Édouard, un jeune homme de 17 ans à peine, les avait précédés. Malgré plusieurs tentatives effectuées en plongée dans l'eau déjà froide de la nuit, il n'avait pas réussi à libérer la courroie qui retenait le pilote à son siège. Ce n'est qu'avec l'aide de ceux qui venaient d'arriver sur l'épave qu'il y parvint enfin. À qui fut donné de vivre ces moments-là, jamais le temps ne parut plus long. Pendant que le pilote était transporté à terre et que les sauveteurs pratiquaient les premiers mouvements respiratoires propres à combattre l'asphyxie, plusieurs hommes étaient restés sur l'épave. L'avion avait légèrement changé de position et les recherches devenues plus difficiles de ce fait reprirent malgré tout. Cependant que, très vite, disparaissait l'espoir de retrouver vivant l'homme resté captif de trop longtemps immergé. Après une demi-heure de vains efforts, l'épave dut être abandonnée. À terre, les secours s'étaient organisés. Dans la salle du café où le pilote avait été déposé, le médecin, arrivé sur les lieux, dispensait ses conseils et, aidé par tous ceux qui souhaitaient se rendre utiles, tentait l'impossible pour appeler à la vie le corps inerte de l'homme. Celui-ci, déjà, n'était plus l'inconnu qu'on avait essayé d'arracher à son destin. Mais l'homme,
privilégiés que chacun aurait voulu remercier personnellement pour le rôle périlleux qu'il avait accepté de jouer en ces mortelles journées si décisives pour notre pays. Le tic-tac d'une pendule accrochée au mur se fit soudain plus clair, comme pour rappeler la marche inexorable du temps. Le médecin se pencha encore une fois sur le corps, puis se releva doucement, en jetant un regard circulaire sur l'assistance que l'angoisse réduisait au silence. L'expression de son visage, tout le monde comprit que la mort avait fait son œuvre. Le corps fut alors transporté dans la maison Labousse, où, pendant une journée entière, tous les habitants de l'île vinrent pieusement lui rendre un dernier hommage, ainsi qu'à son compagnon que les sauveteurs, au petit matin, avaient réussi à dégager de la carlingue. Puis, avec le soin religieux qu'ils prennent à honorer leur mort, les Îlois, silencieux et tristes, accompagnèrent jusqu'à leur dernière demeure les dépouilles mortelles et, à partir de ce jour-là, sur les tombes fleuries par des mains officielles ou des mains anonymes, ils viennent s'incliner comme ils le font sur la tombe des êtres qui leur sont chers.